Et dans ce bilan de tout ce qui m'a fait perdre mon temps, j'ai aussi des livres, bien entendu. Et il y en a pas mal que j'ai lus en 2024 qui m'ont fait perdre mon temps. Donc, dans cette vidéo, vous aurez la liste de 5 d'entre eux. Let's go. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques et de trucs que j'aime bien. On est de retour pour une vidéo bilan et cette vidéo ce sera la dernière normalement parce que du coup j'aurai déjà fait toutes les autres. Si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes vidéos bilan drama, partie 1, partie 2, mes top lectures 2024 et mes pires dramas 2024 déjà qui sont disponibles aussi. Et cette vidéo sera la dernière pour conclure toute cette partie de bilan. On est sur une vidéo où je vais vous parler des 5 livres qui m'ont le plus fait en 2024. Je ne veux pas y aller par 4 chemins. Voilà, je ne vais pas essayer de ne pas être grossière parce que c'est des livres qui m'ont fait bouillir un peu. Donc j'essaie de contenir tout ça et ça va se caractériser par des mots que je vais peut-être sortir qui ne sont pas très ladylike, mais voilà, ce sont des livres qui m'ont fait voilà. Let's go pour les 5 livres qui m'ont le plus énervé en 2024. Et en 5e position, j'ai mis Seven Sons de Lee Jin. C'est une BD où on va suivre l'histoire de 7 fils qui sont censés être l'incarnation du Messie sur la terre et qui sont censés donner des prophéties et tout ça. Et à un moment donné, on va sacrer l'un d'entre eux, hein, le nouveau Jésus. En fait, j'ai commencé cette BD en me disant les dessins ont l'air vraiment bizarres. Et j'aime bien les trucs un peu bizarres. Vraiment, j'aime bien les trucs un peu bizarres. C'est juste que, pour moi, le dessin, honnêtement, il est atypique et j'aime bien le fait que ce soit atypique. J'aime bien aimer les dessins en soi, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est plus la manière dont l'histoire a été racontée qui m'a un peu déconnecté de l'histoire. Il y avait beaucoup de flashbacks, il y avait beaucoup d'aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et en vrai, je trouvais que dans le contexte BD, c'était pas très, très bien amené et c'était pas très lisible, on avait du mal et on confondait les périodes et honnêtement, je trouvais ça assez brouillon. C'est ça qui m'a vraiment sorti de l'histoire et après, la fin aussi m'a aussi laissé sur ma faim parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grandiose, grandiloquent en fait sur la fin pour le propos et les thématiques qui sont dans ce livre. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus osé sur la fin et j'ai trouvé que cette fin-là, elle était un peu, voilà, elle était pas insipide mais elle était pas de ouf non plus quoi. Voilà, c'est une fin en demi-teinte on va dire et voilà. En vrai, je l'ai mis là parce que j'ai trouvé que c'est un livre qui avait du potentiel et qui aurait pu aller plus loin que ça. Et j'ai trouvé dommage qu'il n'ait pas essayé de finir sur une note explosive. Donc voilà. J'ai mis en 4e position Battle Game in 5 Seconds de Miyako Kashiwa et de Saizo Arawata. Et en fait, on est sur une BD qui va être un peu dans un contexte survival. Des personnes vont se réveiller à un endroit donné, on va dire qu'elles sont mortes et qu'elles vont devoir se battre dans des jeux pour survivre, pour essayer de ressusciter si elles gagnent tous les jeux en question. Et on va suivre un personnage qui, du coup, est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux, qui est très fort dans la tactique des jeux. C'est quelqu'un qui a l'habitude des tactiques de jeu, qui a l'habitude de jouer souvent et de gagner souvent ces jeux-là. Donc, on va le voir dans ce contexte-là où des jeux, justement, sont des jeux à mort, hein, finalement. Et honnêtement, c'est pas le meilleur survival type of manga que j'ai lu et je trouve que ça bavasse beaucoup pour rien. Selon moi, il y a beaucoup, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour qu'on t'explique comment réfléchit le personnage principal, comment est-ce qu'il a compris le jeu, comment est-ce qu'il prévoit de gagner le jeu, comment est-ce que si, comment est-ce que ça. Et finalement, on leur donne des pouvoirs dans le jeu et les pouvoirs sont pas intéressants selon moi, honnêtement. Il y a mieux en termes de pouvoirs. Ils auraient pu trouver de meilleurs pouvoirs selon moi. Selon moi, c'est des pouvoirs qui, voilà, sont pas si terribles que ça, finalement, selon moi. Hein. Je n'ai pas trouvé ça aussi ouf que ça. Et entre les pouvoirs qui étaient pour moi un peu moyens et l'histoire où on te mettait de gros pavés de dialogue parce qu'on voulait t'expliquer quand même comment est-ce que les gens réfléchissaient, comment est-ce que les jeux étaient foutus, comment est-ce que le personnage répondait à ça, comment est-ce qu'il réfléchissait. En fait, il y avait trop de dialogue selon moi, il y avait trop de textes selon moi. J'ai passé un moment un peu mitigé avec ce manga parce que je trouvais que les dessins étaient pas mal, hein. Il y avait de beaux dessins, mais je trouvais que les dialogues, en fait, ils étaient là pour pas grand-chose. Il y avait trop de dialogue selon moi. Ils auraient pu réduire et aller en fait à des points centraux, résumer en fait le propos qui est dans le gros pavé pour nous rendre tout ça digeste. Et puis finalement aussi les combats, ils n'étaient pas fous, hein, vraiment. C'est pas le manga de Survivor que j'ai le plus aimé, il y a beaucoup mieux selon moi. J'ai essayé de commencer à lire le volume 2, je voulais m'arrêter, mais j'ai été arrêtée par une autre raison. Mais je ne pense pas recommencer un jour parce que je trouve qu'il y a meilleur manga de Survival tout simplement. Et voilà, les gros pavés là, je peux pas, je peux plus, voilà.
J'ai mis en troisième position L'Éternel de John Sfar. Et honnêtement, ce livre m'a fait... Ce livre, en fait, je voulais l'aimer. Je voulais aimer ce livre. Je voulais vraiment l'aimer. J'ai vraiment essayé d'aimer ce livre, mais j'ai pas pu parce que c'est abusé. C'est abusé, c'est abusé. On va suivre l'histoire d'un vampire qui... En plus, j'aime les histoires de vampires. On va suivre l'histoire d'un vampire, comment il est devenu vampire et comment est-ce qu'il suit des séances avec une psy qui va l'aider, en fait, à exorciser ses vieux démons. Et honnêtement, est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Non, je pense pas. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'une psy qui soit aussi timbrée. On n'avait pas besoin d'un vampire philosophe, hein, parce que du coup, ce qu'on avait, c'était de gros pavés de ce vampire-là qui était en auto-apitoiement H24 et qui était philosophe en plus, donc qui justifiait son auto-apitoiement H24. On avait ça dans le livre. Et l'histoire, en fait, n'allait pas loin. Tout ça pour ça. En fait, quand j'ai fini ça, je me suis dit, mais en fait, il a fait tout ça pour une fin pareille. Tout ce temps-là perdu à lire ce livre-là pour une fin pareille, les gars. Mais en fait, oh boy, oh boy. Je pense que ce livre, c'est un parfait exemple d'un auteur qui a voulu faire des choses et qui s'est dit, tiens, ce personnage est intéressant, je vais le mettre dans le livre. Tiens, ce personnage aussi est intéressant, il me donne envie, je le mets dans le roman. Ah, celui-ci aussi, il est pas mal. Mais finalement, il est mis là, pourquoi? Tu ne sais pas en fait. Il y a des personnages qui sont dans ce roman, dans cette histoire, et tu ne sais pas à quoi ils servent. À part être là pour être là. À part être là pour qu'on dise qu'il y a un loup-garou dans l'histoire. À part être là pour dire qu'il y a une femme qui se transforme en arbre. Elle rapporte quoi? Je ne sais pas. Il y a plein de personnages qui n'ont aucune utilité dans l'histoire, mais qui sont amenés quand même, je ne sais pas pourquoi. C'est chiant en fait de voir que tout ça a été préparé pour rien. Quand tu introduis autant de personnages atypiques, on s'attend à ce que tu en fasses quelque chose plus tard. Tu ne les mets pas juste là, en décor. Ça n'a pas de sens pour moi. Et du coup, ça m'a énervé en fait. Ça m'a énervé comment cette histoire s'est terminée. Je me suis dit, tout ça pour ça. Tout ça pour rien en fait. Tout mon temps de lecture pour rien. Voilà où on en est avec ce livre. Et ça m'a fait chier. Parce que j'ai dû me taper un de philosophe qui passait son temps à se plaindre de sa vie. Oh my God, il faisait que ça. Et vu que le mec, il vit depuis des années, des centaines d'années, c'est chiant. C'est chiant, je vous dis. Ouh, j'aurais aimé aimer ce livre, mais honnêtement, je crois que je l'ai détesté foncièrement. Mon cœur l'a détesté foncièrement parce que je trouvais que c'était du gâchis de personnages qu'on ne les a balancés pour rien en vrai. Et ça, c'est le truc qui m'a fait le plus... voilà. Je ne veux pas dire de gros mots, mais en fait, j'y arrive sans le savoir. Voilà. Je m'arrête avant de dire encore un gros mot. Voilà. En deuxième position, j'ai mis La sorcière de Marine Diaye. Je pense que vous l'avez vu venir celle-là parce que quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, c'est quoi ce livre? À quoi sert ce livre? C'est quoi le propos de ce livre? De quoi on a parlé dans ce livre? Parce que je l'ai fini, certes, mais je ne sais pas de quoi parlait le livre jusqu'à la fin du livre. Voilà où on en est avec cette histoire. Apparemment, on va suivre l'histoire d'une sorcière. Elles sont sorcières de mère en mère et ces filles ont récupérer ses pouvoirs qu'elle n'a pas parce qu'elle n'est pas excellente, mais ses filles sont excellentes dans les pouvoirs qu'elles ont de sorcellerie, donc elles se transforment, elles arrivent à se transformer, ce qui n'est pas le cas de leur mère. Pourtant, la mère, qui est l'héroïne qu'on suit, celle qui raconte l'histoire, hein, sa mère à elle a aussi de grands pouvoirs et sait les utiliser. Donc on va suivre cette mère-là qui ne sait pas trop utiliser ses pouvoirs, qui n'est pas excellente dans l'utilisation de ses pouvoirs, élever ses filles pour qu'elles soient meilleures qu'elle dans l'utilisation de leurs pouvoirs. Elle est un peu dans la tourmente avec son couple. En fait, il y a plein de disputes à la maison et elle doit élever les filles. Donc, c'est compliqué. On la suit pendant qu'elle nous raconte tout ça. Et je suis restée là, je me suis dit, ben en fait, ton histoire, la manière dont elle s'est terminée, en vrai, si tu m'avais juste dit que tu étais là pour nous montrer les pouvoirs de ta fille, j'aurais dit, ok, il n'y a pas de souci, en vrai. Mais c'est la partie où toi-même, tu pars en vadrouille, où tu ne sais pas toi-même où tu pars et tu ne sais même pas pourquoi tu es parti et tu ne sais pas dans quoi tu te fais embarquer. C'est cette partie-là que je me dis, mais madame, à quoi c'est ton histoire? Ce livre, il parle de quoi? Il parle de sorcellerie? Non. Il parle d'initiation? C'est un roman initiatique? Non, non plus, parce que les filles, on ne montre pas leur initiation à leur pouvoir. On vous dit, ah, elles maîtrisent leur pouvoir, maintenant elles arrivent à se transformer, c'est tout. Je vais essayer de faire vite, il commence à faire jour, donc je ne pourrai plus filmer longtemps. Et ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que ce livre, je trouve qu'il ne raconte rien. En fait, on ne ressort de ça avec rien, selon moi. Rien du tout. L'écriture n'est pas de folie, ça va, la plume, elle est normale, en fait. Il y a des personnages atypiques, on dirait que c'est du fantastique parce que dans une réalité normale, il y a des événements fantastiques qui se créent avec les transformations de temps en temps.
que vont avoir les filles des personnages dans l'histoire. Et du coup, je trouve que c'est juste ça, en fait. C'est un peu détonnant, tu te dis, mais ça sort d'où? Mais finalement, il ne raconte rien, ce livre, en fait, comme histoire, selon moi. Enfin, du moins, j'ai rien compris, hein. C'est à cause de ça que je l'ai mis à cette position. Donc, voilà. J'ai rien compris au livre que j'ai lu, alors que l'écriture était plutôt basique et que je suis censée comprendre ce que je lis. Mais j'ai rien compris. Voilà. Et en première position, j'ai mis un livre aussi que vous allez deviner parce que j'ai mis Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Voilà, je ne sais pas si je le dis bien, je suis désolée si j'écorche le nom, mais voilà. Je l'ai mis en première position parce que j'ai détesté cette histoire profondément et je trouve ça d'autant plus dommage parce que la plume, elle est très, 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 très belle, elle est poétique même. C'est écrit très, très joliment, mais l'histoire, pour moi, c'est une histoire qui se veut compliquée pour rien, pour rien, pour rien, pour rien. Bref, on va suivre l'histoire de deux sœurs qui ont des pouvoirs. L'une est passeuse de mort et l'autre c'est une sorcière. Apparemment, elle peut faire des incantations et tout ça. Et du coup, on les suit pendant que elles sont en deuil, elles viennent de perdre leur mère et la passeuse de mort ne retrouve pas le fantôme de leur mère. Donc, elles vont faire un voyage pour aller chercher le fantôme de leur mère pour la faire passer du bon côté de la porte. Voilà. C'est l'histoire, ça, de manière générale. Et en fait, ce que moi j'ai trouvé dommage, comme je vous le disais, c'est que l'écriture est tellement belle, c'est tellement bien écrit, c'est hyper poétique, les mots qui se suivent les uns derrière les autres, c'est très bien amené, c'est beau en fait. Vous voyez comment sont agencés les mots, vous disiez, mais waouh, c'est de la poésie en vrai. Mais l'histoire de fond, ce qui est raconté, on s'ennuie à mourir, je trouve en fait. L'histoire n'est pas assez dynamique et je me suis même pas attachée au personnage. On suit beaucoup la sœur passeuse de mort, Félicité là. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On suit beaucoup Félicité. Et honnêtement, Félicité, c'est un personnage qui m'a beaucoup agacée. Je ne l'appréciais pas. J'arrivais pas à adhérer à tout ce qu'elle faisait. Elle avait des réactions bizarres et j'arrivais pas à l'apprécier comme personnage. Du coup, j'avais pas envie de suivre son évolution. La seule que j'appréciais un peu, c'était Egonia, qui était la sorcière. Mais la sorcière qui ne peut pas parler. Donc, tu n'as même pas le loisir d'apprécier bien Egonia jusqu'au bout. Tu n'as que des bribes, des sentiments, des émotions de Egonia. Et je trouvais ça dommage, en fait. Laisser parler plus Egonia ou, en fait, je sais pas, faites-lui écrire des choses, je sais pas, faites-lui écrire des pavés. Mais voilà, le personnage que j'appréciais le plus n'avait pas forcément le temps d'exprimer ce qu'elle avait à exprimer. Et on ne parlait que de, comment elle s'appelle même, Félicité, qui, moi, ne m'intéressait pas tant que ça. Et puis, il y avait plusieurs narrations. Et puis, c'était assez confus au niveau du découpage, du recoupage dans le passé, dans le présent. Oh là là, c'était compliqué pour rien, je trouve, ce livre. Pourquoi ne pas simplifier la narration? Pourquoi? Si ce n'est que pour raconter cette histoire, pourquoi se casser la tête à créer tout un puzzle aussi complexe pour une histoire aussi basique selon moi. Vraiment, en fait, j'ai trouvé que l'histoire, voilà, c'est pas une histoire compliquée finalement et on la complexifie pour rien. J'ai pas apprécié les personnages. J'ai trouvé que c'était aussi un peu long parce que voilà, le voyage il est long pour rien. Voilà, quel fond, je trouve qu'il est long pour rien. Et puis voilà, finalement, je trouvais que ça aurait pu, voilà, être plus court déjà. On aurait pu laisser parler plus Egonia que j'avais apprécié et puis on aurait pu éviter tous ces puzzles à n'en plus finir pour rendre l'histoire un peu plus simple et on aurait d'autant plus apprécié cette belle plume qu'à l'autrice en fait. C'est vraiment dommage, je trouve, c'est du gâchis de plume selon moi. Bref, j'ai pas apprécié ce livre, je le mets en cette position parce que beau potentiel, une belle plume, une histoire qui peut être intéressante si elle est plus simple, mieux découpée et puis moins longue aussi. Donc je trouve que c'était un gros gâchis. C'est à cause que je le mets en cette position. Et puis j'ai pas du tout passé un bon moment à le lire. En vrai, je me suis tellement ennuyée que je me suis dit j'ai perdu grave du temps. Elle aurait dû donner plus de temps à Egonia. Bref, je ne dis pas le gros mot. Et puis voilà comment est-ce que j'ai passé des moments pas trop sympas en lecture sur l'année 2024. Comme je le dis d'habitude, ce n'est que mon avis, c'est que mon ressenti. Tout ça est subjectif. De toutes les manières, je disais moi, j'ai ressenti, je disais ça tout le long, donc c'est que mon ressenti finalement. Et cette vidéo, c'est la dernière vidéo des bilans de l'année 2024. Normalement, c'est la dernière, je suis trop contente. C'est une série de 5 vidéos qui m'a demandé beaucoup de temps pour les préparations, pour filmer, pour monter. Honnêtement, c'était très fatigant finalement, j'ose vous l'avouer là, c'était vraiment très fatigant de suivre le rythme, de créer toutes ces vidéos-là, mais ça m'a fait plaisir de le faire parce que j'avais à cœur de vous partager tout ce que j'avais beaucoup aimé en 2024 en termes de drama de lecture ou ce que j'avais moins apprécié en 2024 en termes de drama et lecture pour que vous ne perdiez pas votre temps dessus. J'ai pris du bon temps à vous préparer toutes ces vidéos-là, mais c'était un peu fatigant quand même, donc j'ai décidé de prendre un break de 2 semaines sur la chaîne. Logiquement, je reviens le 21 mars pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore sur quoi, mais bon,
Je pense qu'elle sera pas mal parce que le break m'aura permis de bien réfléchir à ce que je veux faire. Donc voilà, c'était une. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à partager en commentaire vos flops lecture 2024 aussi. Voilà, partagez les choses, comme ça on sait quoi éviter éventuellement. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo le 21 mars. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!